Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Le prénom africain façonne le caractère de celui qui les porte, forge son identité sociale et influence sa destinée. Mais aujourd'hui, ces prénoms sont en voie de disparition et la tradition se perd. Pour quelles raisons? C'est à suivre. Elle est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Le cancer du foie est une tumeur silencieuse, difficile à détecter. Les facteurs de risque, manifestations et prévention dans ce journal. Et puis le miel est un intrant important dans la production de plusieurs autres produits. Quels sont les autres usages du miel en dehors de ses propriétés médicinales? Un spécialiste agroalimentaire nous éclaire sur les usages du miel. Merci de votre fidélité. Les prénoms africains témoignent de la richesse multiethnique du continent. Attribuer un prénom africain à un enfant est important, mais de nos jours, la pratique tend à disparaître entre conservatisme et abandon. Soraïda Lessiwe, Ghislain Kogay et Arnaud Avana nous en disent un peu plus dans ce reportage. Asiba, Ablawa, Fenou, Mawena, des prénoms africains fièrement portés par des Béninois, des prénoms porteurs de sens, d'histoire et de tradition. On ne donne pas un prénom comme ça. Le prénom pour nous revêt un caractère symbolique, porte une valeur et qui agit sur la personnification de la personne humaine. Ça se faisait par consultation, où il y avait des exercices pour que l'enfant lui-même, dans le sein de sa maman, donne le prénom avec lequel il vient. Par le passé, les parents attribuent les prénoms aux enfants d'abord dans leur langue maternelle. C'est après que de façon facultative, on pense au prénom français. Aujourd'hui, cette pratique de la tradition est en train de disparaître. Nous sommes face à une mutation sociale. Des pratiques qui jadis hier étaient reconnues comme des normes ont tendance à disparaître du fait d'une sorte de modernisation ou d'une sorte de modernité et qui amène à une sorte de copiage de ce qu'on a vu ailleurs. On prend le début du prénom de papa et on prend peut-être la fin ou le début du prénom de maman pour en faire un prénom et qui en réalité est un non-sens, qui ne s'accorde à rien. Ou simplement parce qu'on a vu faire, on a entendu un prénom d'ailleurs de l'Occident et qu'on porte à l'enfant, vous voyez, et qui jadis dans nos valeurs de façon culturelle, de nos façons de faire, ne correspondent pratiquement à rien. Vous leur demandez, mais pourquoi on vous appelle comme ça? Et vous répondez, mais je ne sais pas. Et vous leur demandez, mais allez demander à vos parents, mais pourquoi vous portez ce prénom? Mais quand ils y vont, ils demandent, le papa ne sait même pas pourquoi il a donné ce prénom. Vous voyez que c'est une véritable catastrophe. Si le nom que porte l'enfant l'influence, quel impact pourrait avoir un prénom français sur un enfant africain? Ça peut vous gâcher la vie. S'il n'y a pas harmonie entre les vibrations du prénom et vos propres vibrations. Lorsque vous êtes d'une culture fond, roi, péda ou adia, et vous vous retrouvez à porter une culture, c'est-à-dire un prénom qui en réalité ne veut rien dire. Je prends l'exemple de Mathieu. Mathieu, en réalité chez nous, lorsqu'on consulte notre tradition, notre culture, ça ne voudra en réalité rien dire. Peut-être qu'on aurait pu bien faire en traduisant Mathieu en ce que cela signifie dans notre culture, de façon anthropologique. J'évite de dire que c'est une sorte de déracinement culturel et qui, d'une manière ou d'une autre, agit sur ses enfants. Par l'abandon des prénoms africains, ce sont des pans de culture qui disparaissent, des traditions qui se dissolvent, de l'histoire qui se perd, des enfants qu'on déracine et des valeurs qu'on laisse partir en fumée. Parlons maintenant du cancer du foie qui est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Durant l'année 2020, l'Organisation mondiale de la santé estime à 830 000 le nombre de décès enregistrés dans le monde, ce qui en fait une pathologie silencieuse puisqu'elle est généralement diagnostiquée tardivement en raison de l'absence de symptômes. Le cancer du foie, facteur de risque, manifestation et prévention, c'est dans cet élément présenté par Ulvaeus Balogun. C'est l'un des organes vitaux de l'organisme humain qui possède de nombreuses fonctions. Le foie, il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l'équilibre. Mais quand ces cellules sont attaquées,
on parle du cancer du foie. Il y a ce que nous appelons les cancers qui sont secondaires du foie, c'est-à-dire le cancer est né ailleurs et ça a évolué vers le foie. Là, c'est les cancers secondaires du foie. Il y a les cancers primitifs du foie, les cancers qui sont nés vraiment au niveau du foie directement. Et ils sont deux principalement. Vous avez ce qu'on appelle le cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires. Et vous avez le carcinome hépatocellulaire, qui est le plus fréquent. Souvent asymptomatique, le cancer du foie est très difficile à reconnaître, ce qui entraîne un risque de diagnostic tardif. Et ça se manifeste au niveau du foie, pas une fois qui d'abord sur son fonctionnement devient défaillant. La personne peut maigrir, puis avoir un amaigrissement lié à la maladie ou parce que le foie ne produit plus assez bien les protéines. Et au niveau de la fonction de la bile, cela ne marche plus bien, le sujet devient ictérique. Il y a assez de fonctions du foie qui deviennent défaillantes, première chose. Sur le plan de la douleur, la personne peut avoir une douleur au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondre droit, légèrement à droite, en dessous du thorax. Et en dehors de ça, le foie est souvent cliniquement gros et dur. Le cancer du foie se développe le plus souvent chez des personnes qui ont une consommation d'alcool excessive ou des sujets atteints des virus de l'hépatite chronique B ou C. L'excès de graisse, l'âge ou le tabagisme ainsi que certaines maladies rares sont également des facteurs pouvant favoriser la survenue d'un cancer du foie. Heureusement, il existe différentes méthodes de traitement. Lorsque c'est vu très très tôt, il y a la chirurgie qui peut être faite, il y a ce qu'on appelle la chimio-embolisation qui peut être faite. Mais lorsque c'est assez évolué, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative avec des molécules qui existent, ou lorsque le malade, son état ne permet pas de le faire, on est obligé de faire simplement ce qu'on appelle des soins palliatifs. Mais le plus important dans le foie, dans les atteintes du foie, c'est surtout la prévention. Surveiller sa consommation d'alcool, éviter de fumer et consommer des fruits et légumes frais restent les meilleures préventions pour réduire les facteurs de risque. Venons à présent à ce produit béninois qui est un parfait ambassadeur de notre pays à l'international. Le miel béninois, au regard de ses caractéristiques, est prisé sur le marché européen. Ce nectar d'une couleur blonde sucrée est obtenu de l'abeille. Au-delà d'être un substitut du sucre industriel et de ses propriétés médicinales, le miel entre dans le cycle de production des autres produits. Yacine Damien est spécialiste dans l'agroalimentaire. Le miel, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire parce qu'il dégage vraiment beaucoup de saveurs et d'identité. Donc je l'utilise essentiellement dans un cake, un gâteau qu'on appelle le pain d'épices. J'utilise aussi dans les vinaigres en décoction. Ça donne vraiment aussi une saveur très intéressante dans les vinaigres aromatiques. Je l'utilise également dans des tartinades sucrées, notamment le caramiel aux cacahuètes salées, qui a beaucoup de succès. Voilà, en application culinaire, c'est comme ça que je le décline. Le miel est très intéressant aussi en cosmétique. Le miel, la cire d'abeille également. Ils ont des vertus très intéressantes en application pour des produits pour le visage, avec des vertus anti-taches. On peut utiliser également la cire d'abeille pour des sticks pour les lèvres, voilà, notamment. Le miel béninois est vraiment intéressant. En fait, on a des miels béninois, c'est ça qui est intéressant. Des miels monofloraux, on en a, je dirais, peut-être plus d'une dizaine. On a aussi donc des miels, j'allais dire, qui se caractérisent avec des couleurs, des textures, avec des saveurs très différentes et très typiques de chaque fleur à partir desquelles ils sont produits. Bon, je pense que c'est intéressant de bien organiser la filière, mais surtout que le consommateur puisse s'y retrouver avec les différentes caractéristiques de miel qui existent et qui puisse acheter un miel qui est passé par un laboratoire et qui est vraiment certifié comme étant un miel et non pas quelque chose de trafic. Des informations au plan international de façon pêle-mêle, c'est dans Eco Inter, suivez plutôt.
Le gaz algérien comme substitut au gaz russe sur les marchés. Certains pays font tout pour que cela devienne une réalité. C'est le cas de l'Italie qui importait jusque-là 45% de son gaz de Russie et qui est le premier acheteur européen de gaz algérien via le gazoduc Transmed. Le pays a multiplié les rencontres avec les autorités algériennes et a aussi, en avril, conclu un accord pour des livraisons accrues de gaz. Le président algérien est à Rome, en Italie, pour parler des questions gazières. Le pays n'a jamais été aussi courtisé en ces temps de sanctions contre la Russie. Mais dans l'immédiat, les marges de négociation sont réduites au vu des faibles quantités additionnelles disponibles. L'Algérie possède moins de 2% des réserves mondiales de gaz conventionnel. Le melon charentais de Méditerranée est en crise. La tendance est générale. Partout, les surfaces de culture diminuent. Au Maroc, la baisse est légère mais marquée dans la région de Marrakech. En France, la diminution des surfaces est plus conséquente puisque 10% des terres ont disparu. Les raisons de ce désamour pour le melon sont multiples. Cette année, le climat défavorable n'a pas permis une bonne mise en culture. La mauvaise année 2021 a pesé sur les rendements et n'a pas convaincu les agriculteurs d'étendre leurs surfaces. Le melon charentais, connu pour sa chair orangée, ne rapporte plus assez. Dans ce contexte de guerre des prix, l'avenir s'annonce très incertain selon des spécialistes. Aux États-Unis, le droit des femmes à avorter est de plus en plus restreint. Déjà interdit dès 6 semaines de grossesse, l'avortement est désormais totalement banni dans l'Oklahoma. Le gouverneur vient de signer la loi adoptée par le Parlement local. La définition de l'avortement selon le texte n'inclut toutefois pas l'utilisation, la prescription, la fourniture ou même la vente de pilules de lendemain ou de tout type de contraception ou de contraception d'urgence, même s'il est soutenu par 61% de la population. Selon de récents sondages, le droit à l'avortement est un sujet de société très clivant aux États-Unis. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.